Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Beaucoup de stress quand même, parce que forcément c'est la finale des Jeux, je suis venu pour ça, je suis venu pour devenir numéro 1 mondial, je me dis que si jamais je perds c'est mort, si jamais je gagne je deviens numéro 1 mondial. Forcément il y a une pression incroyable. D'ailleurs il y a des fois avant les matchs je me disais non mais je vais arrêter ça parce que c'est trop lourd à porter en fait. En fait en vrai c'est pas grave, c'est pas important, mais pour la vie c'est pas vraiment important, mais quand on est là-dedans c'est fondamental, enfin on est centré tellement sur soi et tout. J'ai l'impression de peser 50 kilos de plus, quoi. Je suis Solène Rigoulet et chez moi, le sport est une histoire de famille. C'est ancré dans mes gènes puisque très tôt, je développe une passion pour l'Olympique Lyonnais et les sports d'hiver. Une passion qui évolue et grandit toujours aujourd'hui, à tel point que maintenant j'aime tous les sports. Et ce que je préfère, c'est évidemment encourager les athlètes tricolores. Ici, tu entends parler de toutes les disciplines et de toutes les pratiques. Rendez-vous aujourd'hui avec le numéro 1 mondial du tennis de table fauteuil, Guy Tisserand. Numéro 1, oui, dans les années 90, à une époque où le handisport était bien loin d'avoir une couverture médiatique. On parle ensemble de sa première médaille d'or paralympique, de ce premier test antidopage un peu étrange, et surtout de sa femme qui l'a aidé à garder les pieds sur terre. Un champion, oui, mais un humain avant tout. Ensemble, vibrons plus fort. En 1996, il y a eu 2 grands événements, mon arrivée dans ce monde et le titre de champion paralympique de tennis de table décroché par Guy Tisserand à Atlanta. Alors même si j'adorerais vous parler de moi et de mes activités pour changer le monde, Guy, tu n'es pas là pour ça aujourd'hui. Bonjour Guy. Bonjour Solène. Merci d'être avec moi dans Tribune et Podium. Et alors pour te présenter aux auditeurs et aux auditrices, je vais te demander de le faire en une phrase déjà pour nous parler de ton sport. Mon sport, c'était le tennis de table, donc j'en ai fait pendant une vingtaine d'années à haut niveau. Et est-ce que tu peux nous dire en une phrase qui tu es en dehors des gymnases ? Alors, en une phrase, ça va être compliqué. Disons que je suis une personne de 63 ans en fauteuil roulant. J'ai 3 enfants. Je suis ingénieur de formation. Je suis en retraite aujourd'hui. C'est pas qu'une phrase, ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je suis ingénieur. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'informatique bancaire avant de créer ma propre société. Et donc, j'ai dirigé pendant 20 ans un cabinet de conseil spécialisé dans la non-discrimination au milieu professionnel. Et tout est un peu lié, on va l'entendre dans ton parcours, évidemment. Déjà, pour commencer, raconte-moi, pourquoi est-ce que tu as commencé le sport ? Par quoi tu as commencé aussi ? Est-ce que tu as commencé par le tennis de table ? Alors en fait, moi j'étais dans un centre spécialisé pour personnes handicapées parce que à l'époque, ce qu'on appelle l'inclusion en milieu scolaire, c'était pas très développé. Et donc dans les années 70, quand ma mère a voulu m'inscrire au collège de secteur dont je dépendais, le principal du collège lui a répondu: Madame, il y a des écoles pour les enfants comme les vôtres, nous on n'en veut pas. Et il a ajouté: de toute façon, votre mari est ouvrier, donc il est fils d'ouvrier, donc ça sert à rien qu'il fasse des études. C'était le double effet là. Double effet. Donc évidemment, ouais. Ma mère est rentrée, elle n'était pas joyeuse du tout, et donc j'ai été obligé d'aller dans une école spécialisée pour personnes handicapées. Alors que moi, la seule particularité que j'avais, c'est que j'étais en fauteuil roulant, quoi, c'est tout. Donc elle m'a inscrit dans un collège spécifique, et donc j'ai été interne. Et donc évidemment. Mais là, du coup, t'es déjà grand en fait. Enfin, t'as déjà 12-13 ans, quoi. J'ai 11 ans. Ouais, okay. Puisque je rentre en 6e, ouais. Sachant qu'avant j'avais déjà été 4 ans dans un centre spécialisé. Donc je me suis retrouvé dans ce centre spécialisé et j'aimais beaucoup le sport déjà à l'époque. Je regardais le sport à la télé. Dans le salon de mes parents, il y avait une petite table. On avait mis une règle à double décimètre sur la table avec mon frère et on jouait au ping-pong à l'époque déjà. Sur une petite table. C'était déjà là. J'avais 7 ans, 8 ans et j'ai dit à ma mère un jour, je pense que j'avais 8 ans, je lui ai dit: Maman, un jour je deviendrai champion olympique. Et elle s'est dit: mon fils, il n'y a pas que le handicap physique. Visiblement, il a eu un flash de non-lucidité. Il est complètement dingue. Et puis en fait, après, elle m'a dit: oh, mais c'est incroyable et tout. Bon, voilà. Et donc j'étais très très motivé par le sport en général. Et quand je suis arrivé dans ce collège, en fait, on avait quand même beaucoup de temps à tuer, entre guillemets, ou à passer. Et on avait un éducateur qui était très branché sur le sport. Donc il m'a fait découvrir plein de sports. En fait, j'ai découvert plein de sports.
J'ai fait un peu d'athlé, j'ai fait un peu d'haltérophilie, un peu d'escrime, etc. Et puis, Oui, parce que du coup, lui, il n'était pas du tout freiné par le fait que tu aies un fauteuil, puisque c'était un établissement spécialisé. Bah Quoi. ouais, Donc, bah oui. Donc lui, il pensait que nous, on devait faire du sport, quoi. ouais. Sachant qu'on faisait même pas de PS, hein. Donc on n'avait pas pas de cours de PS parce qu'on était dans une école spécialisée. Donc voilà. Et donc j'ai découvert le tennis de table parce que dans le foyer, il y avait des tables. Et lui, il jouait. Alors au départ, il jouait super bien par rapport à nous. Et moi, on était un petit groupe de 4 personnes, de 4 copains en fait, qui aimions bien ça. Donc on a commencé à jouer. Puis en fait, très vite, on est devenu plus fort que lui. Et très vite, moi, je suis devenu le meilleur joueur du groupe en fait. Et plus fort que lui et tout ça. Et c'était vraiment... j'ai découvert ce sport. Je me suis éclaté avec ça. C'est parce que tu es devenu plus fort en tennis de table que tu as finalement choisi le tennis de table, ou ça aurait pu aussi bien être l'athlé, vu que tu disais que tu as testé pas mal de choses. J'étais intéressé par plein de sports, sauf que la particularité du tennis de table, c'est que premièrement, c'était un sport très facile à pratiquer parce qu'il y avait des tables dans le foyer. Ouais. L'athlé, il fallait aller sur une piste, enfin, c'était compliqué quand même. L'escrime, ça se faisait pas tous les jours et ça. Le tennis de table, il suffisait d'avoir finalement la table qui était là et voilà, quoi. Donc ça a été plus facile. Le deuxième truc, c'est que très vite, je suis devenu assez bon dans ce sport. En fait, j'étais assez doué pour ce sport, on va dire. Parce que de toute façon, quand on veut devenir, quand on est sportif de haut niveau, c'est qu'on a quand même un minimum de dons pour le sport, pour ce sport, parce que sinon, ça peut pas marcher quand même. Le troisième truc qui me plaisait beaucoup, c'était que c'était un sport qu'on pouvait jouer avec des gens qui n'étaient pas handicapés, en fait. Je trouvais ça marrant, en fait, de pouvoir me mesurer à des personnes qui étaient debout, et l'éducateur en question, qui au départ était bien plus fort que nous et qui est devenu assez rapidement moins fort que nous, j'ai trouvé ça hyper excitant quand même. Ouais. Donc, et lui, il était debout? Lui, il n'était pas handicapé. Ouais. Ok. Et non seulement il était debout, mais il n'était pas handicapé du tout. Ouais, donc c'était assez rigolo. Et il avait 20 ans de plus que nous, quoi. Oh. Et donc le fait d'être plus fort que lui assez vite, c'était juste hyper excitant quand même. Donc il y avait cette dimension-là qui était intéressante. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment assez vite mis à ce sport. Et puis après, j'ai commencé à jouer. En fait, j'ai eu un vrai déclic. Je pense que je devais avoir dans les 12 ans. Je suis allé faire une compétition de UNSS, là. Ouais, les compétitions inter-collège, inter-lycée. Voilà, scolaire, quoi. Ouais. Et je suis allé faire une première fois la compétition et j'ai joué contre un gars qui, lui, jouait dans un club. Et j'ai commencé à jouer contre lui et je me suis fait massacrer. Mais massacrer, c'est-à-dire qu'en fait, il faisait des services, je comprenais rien du tout, parce que personne ne faisait ça dans mon école, quoi. Donc le petit Guy, trop fort dans son collège à lui, il se fait éclater. Je me fais écrabouiller par un gamin qui avait le même âge que moi, quoi. Et là, donc, je perds contre lui et après, je me dis, c'est un poste à faire. Donc, pendant tout le reste de la journée, je me suis mis derrière lui et j'ai regardé ce qu'il faisait pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et je suis rentré à l'école et là, je me suis mis à travailler les services. Et en travaillant les services, le coup d'après, 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, je me suis retrouvé à refaire une compétition UNSS et voilà pas que je retrouve contre le même joueur. Cette fois, et là, c'est moi qui l'ai massacré. Parce que j'avais compris le principe des services. Donc moi, je remettais ses services, sauf que lui, il faisait des services, mais il comprenait rien du tout, en fait. Et donc, comme moi, je faisais des services, il ne leur remettait pas un. Et là, je l'ai massacré, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment trop excitant, trop génial, quoi. Ouais. Et donc, je me suis vraiment mis là-dedans et j'ai commencé à m'inscrire dans un club et voilà, quoi. C'est là aussi où on sent, en fait, la fibre d'athlète de haut niveau, c'est que il y a toujours envie de gagner. C'est que maintenant, mon activité, là, ce que j'aime faire, c'est jouer aux échecs. La personne me dit, mais tu sais quoi, le tennis de table, tu jouais au tennis de table comme tu joues aux échecs. C'est-à-dire, en fait, moi, ce qui m'intéressait dans le tennis de table, c'est un sport dans lequel il faut s'adapter à l'autre en permanence. C'est-à-dire que la dimension tactique du tennis de table est absolument fondamentale. Et moi, ce que j'aimais dans le tennis de table, c'était pas bien jouer mon jeu, c'était bien jouer le jeu qui faisait mal jouer l'autre. C'était ça qui m'excite, qui me motivait, qui m'intéressait énormément parce que ça m'amenait en permanence à essayer d'analyser le jeu de l'autre, sa dimension psychique, psychologique, technique, etc. Et de jouer pour le contrecarrer. En fait. C'est ça qui me plaisait, en fait. Aujourd'hui, on imagine assez bien comment tu ferais, en fait, si tu devais rejouer aujourd'hui, parce qu'il y a les vidéos, il y a les analyses de matchs, de compétition. Mais à l'époque où tu jouais, il fallait que tu les vois en vrai jouer, parce que tu n'avais que ce moment-là pour analyser leur manière de jouer, leurs défauts. Alors oui, mais quand on connaît bien le sujet, au bout de 10 points dans un set, on a compris comment l'autre joue. Hein. Ah ouais, ok. Voilà. Et donc, moi, au début, je jouais, je testais des trucs.
Les premiers points, je testais des choses. Et au bout de 10 points, je me disais, bon, ok, là, j'ai compris que là, il est fort, là, il est moins fort. Là. Donc, je vais jouer pour contrecarrer ça, etc. Donc, évidemment, au niveau international, comme les joueurs, on est les meilleurs joueurs du monde, il n'y en a pas 200, quoi. Donc, du coup, je les connaissais, ceux-là. Donc, je vais analyser, moi, à chaque fois que j'allais dans une compète, quand c'était pas moi qui jouais, je regardais les autres jouer pour comprendre comment ils jouaient. Pour savoir que quand j'allais jouer contre eux, j'allais faire ci ou ça. Et je raconte souvent une petite anecdote par rapport à ça, c'est que j'ai eu un autre gars de l'équipe de France qui jouait une finale un jour au championnat d'Europe contre un Autrichien, et il avait beaucoup de mal avec lui, ils n'arrivaient pas à le jouer, tout ça. Et puis à un moment donné, il me dit, est-ce que tu voudrais pas me coacher? Je lui dis, si tu veux, moi j'étais pas coach, hein, mais voilà, je lui dis, y a pas de problème. Et je dis, écoute, alors je vais t'expliquer un truc, c'est que je pense que le match va commencer comme ça. Il va faire ça, premier point, il va faire ça, toi tu vas faire ça, il va faire ça, et tu vas perdre le point. Donc, ce qu'il va falloir, c'est que tu adaptes ton jeu pour faire ça. Et le premier point qui s'est produit, c'est exactement ce que je lui avais dit, mais il m'a regardé d'un air en se disant, mais c'est l'analyse du jeu. Ouais. Et en fait, il a gagné. Et donc, parce qu'au bout de 10 points, à un moment donné, j'ai fait un temps mort, je lui ai expliqué qu'il y avait 2-3 trucs, machin. Et en fait, il a suivi les consignes et ça s'est super bien passé. Parce que le ping, c'est d'abord un sport d'opposition. Et ça, moi, j'adorais cette dimension-là. Mais en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que l'un des enseignements que j'ai tiré de mon expérience sportive, ce que ça m'a appris assez vite, c'est à apprendre à perdre. Et à rebondir, ça peut paraître bizarre, en fait. Hein. Mais au début, quand je perdais, ça me démontait tellement que j'avais envie d'arrêter de jouer, carrément. Et donc, j'en ai tiré des enseignements en me disant, bon, ok, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de la défaite, en fait? Et du coup, après, l'idée, c'était de dire, quand je perds, je déteste, ça m'énerve, ça me rend fou. Bon, mais je me dis, ok, je me donne 2 heures, 3 heures, une journée pour digérer. Ouais. Et ensuite, je reviens là-dessus pour essayer de comprendre et d'en tirer des enseignements pour m'améliorer. Et c'est ce qui m'a fait, je pense, beaucoup progresser, c'est d'arriver à franchir cette... c'est un travail mental, en fait, parce que dans le sport, il y a le physique, mais il y a aussi beaucoup le mental, et on en parle de plus en plus, évidemment, mais toi, à l'époque où tu étais sportif de haut niveau, c'était pas un sujet, en fait. Assez vite, en fait, j'ai analysé que le ping avait 4 grandes composantes, mais c'est vrai dans à peu près tous les sports, avec des pondérations différentes selon les sports. La première, c'est la technique. C'est-à-dire, si on ne sait pas faire un coup, ça ne peut pas marcher, quoi. Oui. La deuxième, c'est le physique. Parce que si on n'a pas de physique, ça ne marche pas. Alors évidemment, ça dépend encore une fois des sports. Parce que si vous êtes l'haltérophilie, le badminton, ou la natation, ou la natation synchronisée, ce n'est pas tout à fait les mêmes choses. Oui. Mais les deux. Mais il faut quand même avoir le physique adapté à son sport. Quoi, voilà. La troisième, c'est le tactique. Parce qu'il faut avoir une dimension tactique. Alors ça dépend aussi des sports. Dans des sports d'opposition directe comme le ping, le tennis, la dimension tactique, elle est absolument fondamentale. Ou le badminton, par exemple, c'est des sports d'opposition directe, c'est pas la même chose que l'haltérophilie. La tactique de l'haltérophilie n'est pas tout à fait, c'est pas une critique, c'est juste que la pondération c'est n'est pas la même. Oui. Et la quatrième, c'est le psychique, la force mentale, en fait. Et ça, c'est pareil. Alors, dans tous les sports, c'est ultra important. Et puis, dans les sports d'opposition, c'est absolument majeur, parce que c'est là où on peut prendre la main sur l'autre. Une anecdote aussi, le gars que j'avais coaché une fois, là, un jour, on était en finale des championnats de France. Il menait 20-14 au dernier set. Il m'avait jamais battu à cette époque-là. À 20-14, je l'ai vu et je me suis dit, je vais gagner. Et j'ai gagné. Ouais. Parce qu'en fait, il s'est liquéfié psychologiquement. Ouais, il y arrivait plus. Dit, mais je l'ai jamais battu, j'y arriverai pas, quoi. Alors, j'ai eu 1 ou 2 coups de réussite, tout ça a bien passé. Et là, j'ai senti qu'il était en train de se décomposer. Ouais. Et après, il n'y arrivait plus, en fait. On reviendra sur cette dimension mentale un peu plus tard. Pour revenir au moment où, du coup, tu bats enfin ce type grâce au fait que tu te sois entraîné sur les services et après, tu intègres un club quelques temps après. Oui. Qu'est-ce que ça te fait d'intégrer un club? J'imagine qu'en plus, c'est pas un club dédié au sport paralympique. J'étais le seul au parasport. Ouais. T'es le seul en fauteuil et donc là t'es face à des valides, des personnes debout. Ça doit être excitant un peu de te dire je vais pouvoir les battre et de voir leur frustration aussi peut-être de se dire mince j'ai perdu contre... Ouais, alors déjà dans ce club en question, le premier club dans lequel j'ai joué, c'était un club qui était un petit club qui était à côté de chez mes parents en fait. Quand je suis arrivé, j'étais tout de suite le meilleur joueur du club en fait. Allez. Alors qu'ils jouaient en compétition hein. Et j'étais le meilleur joueur du club. Donc c'était un peu fou pour moi, quoi. Et sachant qu'à ce moment-là, il y a eu un gamin qui a démarré, le fils du président du club qui a commencé à jouer.
Et ce gamin, il avait 8 ans à l'époque ou 9 ans. Quelques années plus tard, il est quand même rentré dans le top 10 français. Donc ça a été un super fort joueur. Mais à l'époque, je le gagnais parce qu'il était tout petit, quoi. Oui. Petit à petit, il m'a dépassé, mais voilà, c'était vachement intéressant. Et j'étais trop content, quoi. J'adorais ça. J'aurais pu passer mes journées entières là-bas, quoi. Donc voilà. Et puis c'est là que j'ai commencé la compétition, en fait. Et là, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être mauvais, puisque je gagnais quand même beaucoup de matchs. Alors évidemment, j'étais dans un niveau pas très élevé encore à l'époque, mais quand même, c'était quand même hyper marrant d'être un gamin en fauteuil. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un en fauteuil. D'ailleurs, quand je suis arrivé c'était dans les Vosges, puisque moi je suis originaire des Vosges, tous les clubs dans lesquels j'ai commencé à jouer, ils étaient tous sciés de me voir. Ouais. Parce qu'en fait, ils n'avaient jamais vu un joueur en fauteuil. Jamais. Et du coup, tu faisais les mêmes compètes qu'eux ? Ah oui. Moi, j'ai joué 80% des matchs que j'ai joués, c'est contre des gens qui n'étaient pas handicapés. Ouais. Donc oui, je faisais les mêmes compètes. Et à quel moment tu te prends à rêver, à te dire que c'est possible ? À l'époque, dans les années 70, moi, mes parents, par exemple, ils n'avaient jamais entendu parler de parasport, d'handisport, de Jeux paralympiques. Moi, je savais même pas que ça existait. Hein. Et j'ai un éducateur, alors pas le tout premier que j'avais, mais un autre qui était aussi dans l'école, qui m'a dit un jour, il me dit, mais en fait, ce serait vachement intéressant que tu rencontres le responsable national du tennis de table handisport. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et il m'explique qu'il y a des compétitions pour les personnes handicapées et qu'il y a des championnats de France. Et moi, je dis, mais je savais même pas que ça existait. Et est-ce que tu t'es dit, quand il te parle de ça, est-ce qu'il y a eu un peu ce truc de « mais j'ai pas besoin de faire des compétitions avec des personnes handicapées parce que je fais des compétitions avec d'autres gens ». Non, parce que moi, je me suis tout de suite dit, mais en fait, dans les 4 dimensions dont je parlais tout à l'heure, il y en a une où forcément, par construction, mon niveau ne peut jamais atteindre le même niveau que quelqu'un qui est debout, c'est le physique. Parce que je peux pas me déplacer. Oui. Donc forcément, c'est limitant. Donc je me suis dit, mais en fait, ça m'intéresse quand même de savoir ce que je pourrais donner contre des gens qui sont dans la même situation que moi. En fait. Donc moi, tout de suite, puis de toute façon, ça me faisait des compètes de plus. Je pouvais jouer davantage. Moi, ça m'allait parfaitement. Trop bien. Et puis il m'a dit, il y a des championnats de France et tout. Je me suis dit, ça c'est excitant. C'est intéressant de pouvoir faire ça. Donc, il m'a fait rencontrer le responsable national de l'époque. Et donc, j'avais 17 ans. Ça n'a pas pris tant de temps que ça, finalement, entre le moment où tu découvres le tennis de table et le moment où tu... Non, ça a été assez rapide. Donc, je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. Et il dit, il y a une compétition nationale qui a lieu à côté de Paris dans 2 mois. Donc, s'il veut, c'est l'occasion de se tester, quoi. De se tester. Alors, moi, je dis, je sais pas, je vais en parler à mes parents quand même. Je vais en parler à mes parents, ils me disent, oui, vas-y, si tu veux, il n'y a pas de problème. L'école me donne les moyens d'y aller. Parce que moi, à l'époque, j'avais même pas le permis, rien. Quoi. Oui, c'est ce que j'avais demandé parce que du coup, toi, tu es dans une partie quand même rurale de la France. Tu dis que tu n'as jamais gagné un sou avec le tennis de table. Ça veut dire que derrière, il faut pouvoir suivre aussi financièrement les déplacements, les logements sur place. Et puis mes parents, ils étaient prolos, quoi. Ouais. Mon père était ouvrier, ma mère était femme au foyer. Donc, peu de ressources. Donc moi, c'est l'école qui m'a permis d'y aller au départ. Ouais. Donc je suis allé à cette première compétition qui était à Neufmoutier-en-Brie, je m'en rappelle encore, fin fond de la Seine-et-Marne. Et j'arrive là et il y avait en fait tous les meilleurs joueurs français. Et le premier match que je joue en handisport, le tout premier, c'est le champion de France de l'année d'avant. Premier match. Donc les gens, ils se disent tous, mais qui c'est ce mec ? Personne ne le connaît. Personne ne le connaît, mais pourquoi il est là direct ? Sachant que normalement, il y avait un système de pyramide pour monter jusqu'en National 1. Et que le mec, compte tenu du niveau que j'avais, à peu près, il avait dit, tiens, je vais t'ajouter directement en National 1. À l'époque, c'était assez, folklore, quoi. L'organisation, c'était un peu décontracté, quoi. Donc j'arrive et je joue mon premier match contre le champion de France de l'année précédente. Et je bats ce mec. Waouh. Ah ouais, tu fais fureur tout de suite. Je gagne le champion de France de l'année d'avant. Donc le gars, d'abord, il commence à aller râler en disant oui, mais il n'avait pas le droit d'être là, il n'est pas très content. Et ça. Il fait appel. Voilà, mais finalement, donc je joue le deuxième match, je gagne. Je joue le troisième match, je gagne. Je me dis, c'est pas très intéressant en fait. Je préfère jouer dans mon club. Et après, je joue 7 matchs et j'en gagne plus un. Wow. Je perds les 7 suivants. Et là, je me prends une grosse claque quand même. Et c'est là où ma femme me dit, parce que voilà, j'avais un peu une tendance, à ce moment-là, j'avais un peu une tendance à avoir un peu la grosse tête, quoi. Quand vous avez 18 ans, que vous commencez à arriver, vous battez tout le monde, vous dites, non, mais voilà, je suis trop fort. Et elle me dit, mais en fait, t'es un petit con surtout. Voilà. Et tu devrais mieux te calmer.
Et elle m'a été tellement utile. Enfin, voilà, elle m'a tellement apporté dans ma vie. Enfin, mon épouse, que voilà, si j'ai été champion paralympique, c'est en grande partie aussi grâce à elle. Donc, je perçais tous les matchs derrière. Donc, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je rentre, et là, je m'entraîne comme un dingue. Et du coup, je suis qualifié pour les championnats de France. Je fais les championnats de France, je vais jusqu'en quart de finale, et là, je perds. C'est assez rigolo parce qu'on est deux à commencer à la même date. On est deux jeunes, on va dire, à jouer et à démarrer. Et là, les deux en question, on avait tous les deux une volonté de devenir vraiment forts. Les autres, à l'époque, c'était très cool, quoi. C'était du haut niveau, petit haut niveau, quoi. Et donc là, déjà, moi, j'avais beaucoup travaillé mes services, comme je disais tout à l'heure, et l'autre aussi. Et on était tous les deux à se battre au niveau des services l'un contre l'autre, mais surtout, les autres, ils comprenaient rien du tout à nos services. Donc, on est tout de suite devenus super forts parce que les autres, ils comprenaient rien au service. Et le seul qui m'a battu la première année, en 78, j'ai fait mes premiers championnats de France. En 79, j'ai été champion de France. Et en 80, du coup, j'ai été champion de France aussi. Et en 81, j'ai gagné mes premiers championnats d'Europe. Donc toi, dans ta carrière, tu es resté 6 ans numéro 1 mondial, de 92 à 98. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte de ce que ça signifie. On se dit, ouais, mais c'est énorme comme performance, c'est exceptionnel. Toi, quand tu commences à avoir des titres de champion de France, champion d'Europe, etc., est-ce que déjà, tu te dis que ça existe? Est-ce que tu sais que c'est possible de devenir numéro 1 mondial? Et si oui, à quel moment tu te dis, ça va être mon objectif? Mais dès le début. Moi, le premier jour que j'ai joué, je voulais devenir numéro 1 mondial. Ouais, c'était déjà... Parce que je me rends pas compte, à l'époque, on parlait déjà des numéros 1 mondiaux. Non, mais moi, en fait, non, mais c'était pas aussi conscientisé que ça. En fait, moi, quand j'ai fait mes premiers championnats de France, je me suis dit, je veux faire des compétitions internationales. Ouais. Je veux faire les Jeux. Là, j'ai découvert qu'il y avait les Jeux paralympiques. Okay. J'ai dit, je veux faire les Jeux paralympiques et je veux gagner. Ouais, alors après, est-ce que je me disais, je veux être numéro 1 mondial? Peut-être pas comme ça. Je me disais, je veux gagner la médaille d'or aux Jeux. Alors, on est en 92, donc à Barcelone, aux Jeux paralympiques de Barcelone. Donc, on est en plein été. On est en plein été, enfin, on est au mois d'août ou septembre, je ne sais plus exactement précisément si c'était fin août ou début septembre, enfin voilà, après les Jeux olympiques, quoi. On est à Barcelone. Et là, en fait, ça fait 6 mois que je ne fais que du tennis de table, enfin, que de la préparation pour les Jeux, parce que je suis allé voir mon employeur et je lui ai dit, je voudrais disposer des meilleures conditions possibles pour devenir numéro 1 mondial. Et pour ça, j'ai besoin de m'entraîner tout le temps. Est-ce que vous acceptez de m'aider là-dessus? Et ils acceptent de me détacher 6 mois en continuant à me payer. Pour l'époque, c'était incroyable. Tous les meilleurs joueurs français de l'époque, c'était tous des gens qui ne travaillaient pas. Et moi, non seulement je travaillais, mais j'étais ingénieur en informatique. Donc, en fait, je travaillais beaucoup. Enfin, je faisais beaucoup d'heures, quoi. Et donc, du coup, il accepte. Donc, pendant 6 mois, tu te concentres activement sur la préparation. Alors, je m'entraînais beaucoup avant. D'ailleurs, c'est là où souvent les gens, ça les fait rigoler, c'est que quand on s'est installé à Lyon avec mon épouse, on a pris un appart dans lequel, dans le salon, on pouvait mettre une table de salon qui était une table de tennis de table. Et parce qu'elle, elle jouait aussi. Okay. Elle était 4 fois championne de France en fauteuil, parce qu'elle était aussi en fauteuil. Tous les soirs, une fois qu'on avait couché les enfants, on faisait 2 heures de tennis de table. On regardait jamais la télé, on faisait que du tennis de table tous les soirs. Et donc, en tennis de table, à l'époque, il faut faire 21 points pour gagner un set. Ouais. Aujourd'hui, on est sur du 11 points pour que ce soit un peu plus dynamique au niveau spectacle, j'ai envie de dire. Ça. Il faut gagner 2 sets. Comment se passent tes matchs de qualification avant d'arriver à la finale? Donc, on commence par jouer. Je commence par jouer en 8e de finale contre un Nigérian très fort. En 8e de finale, je joue contre ce Nigérian. Je gagne le premier set. Je commence le 2e set et à l'époque, on joue avec des raquettes qu'on colle à chaque match en diluant la colle avec du trichloréthylène. Alors attends, explique-nous un peu mieux. En fait, quand on a une raquette de ping, il y a le bois et il y a des mousses qui sont dessus. Oui, donc la noire et la rouge. La noire et la rouge. On peut mettre d'autres couleurs sur mais le plus courant, c'est ça, ouais. Donc, et à l'époque, on joue avec ce qu'on appelle de la colle rapide. C'est plus autorisé aujourd'hui, mais à l'époque, on jouait avec ça. Et donc, en fait, chaque match, on décollait ces plaques, on prenait de la colle, qu'on mélangeait avec du trichloréthylène pour en faire un truc qui allait plus vite, quoi. Ouais. Et on collait, juste avant le match, on collait la raquette. Les deux mousses, on les collait sur le bois juste avant le match. Wow. Mais du coup, tout le monde n'a pas le même matériel, quoi. Enfin, non, chacun a sa raquette. Mais alors, il y avait des gens qui jouaient
avec des raquettes combi, ce qu'on appelle des picots, des choses comme ça. Ça, eux, ils mettaient pas ça parce qu'ils voulaient pas forcément que ça aille vite. Mais pour les gens comme moi qui jouent avec beaucoup d'effets, beaucoup de rapidité, eh ben, on collait nos raquettes. Donc moi, je colle ma raquette avant le match, je commence le premier set, ça se passe bien, je gagne le premier set, et on commence le deuxième set, et vers 10 points, je mène, hein, ça va, ça se passe bien et tout ça, et tout d'un coup, vers 10-12 points, la raquette se décolle. Donc là, on est sur le premier match. Hein. Premier match. Interdit de changer de raquette en cours de match. Ouais. Donc tu peux utiliser qu'une seule face. Donc en fait, elle n'était pas totalement décollée, mais en fait, quand je jouais avec le revers, j'avais aucune sensation. Donc je perds le deuxième set. Wow. J'arrive à la fin du deuxième set, et je vais voir mon entraîneur, je lui dis, ma raquette, il me dit, qu'est-ce qu'il m'engueule? Ouais. C'est incroyable. Bah surtout que tu es venu pour une seule chose, c'est la médaille d'or. Ah ouais. Donc qu'est-ce que je fais? Pendant l'entre-deux sets, je reprends de la colle et je recolle ma raquette. Mais t'avais pas le droit? Si, j'avais le droit. Okay. J'avais le droit de recoller ma raquette, j'avais pas le droit de changer. Et là, je repars avec une raquette fraîchement collée. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Ça se passe bien et je gagne le troisième set. Et donc là, je me dis, j'arrive en quart de finale. Et là, je joue contre un Serbe, très costaud aussi, mais que j'avais jamais perdu, donc j'avais de fortes chances de le gagner. Et de l'autre côté, sur une autre table, il y avait mon adversaire le plus compliqué, un Allemand qui était très 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 fort, avec qui c'était très très compliqué tout le temps, qui joue contre un Espagnol. Et moi, je commence à jouer contre le Serbe. Bon, je gagne en 2-7. Et j'entends des cris incroyables et tout. Je me demandais bien de quoi il s'agissait. Et je vais voir, on était quand même en Espagne. Hein. On était à Barcelone. L'Espagnol bat cet Allemand qui était vraiment hyper hyper fort. Et qui était attendu. Il fait une perf magistrale et il le bat. Donc il me l'enlève de ma route. Ce qui m'arrangeait quand même parce que j'aurais pu gagner. Mais enfin, c'était toujours très compliqué. Ouais. Et donc cet Espagnol, il arrive en demi-finale. Et en demi-finale, il joue contre l'Américain, contre qui j'avais perdu à Séoul. En finale. De la première Olympiade que tu fais où tu as fini vice-champion paralympique. Voilà. Et donc, il joue contre cet Américain. Et moi, je me retrouve en demi-finale, un truc incroyable, contre un Français, qui était mon meilleur ami, et qui n'avait, a priori, lui-même le disait, aucune chance d'arriver là, quoi. Il avait eu un tableau incroyable. Et donc, on arrive en demi-finale, et là, il me dit, non, mais de toute façon... moi, au final, j'ai aucune chance. Donc, de toute façon, on va s'arranger. De toute façon, en plus, la plupart du temps, quand je jouais contre lui, je gagnais. Mais il me dit, de toute façon, même si tu fais un mauvais match et tout ça, moi, je vais jamais te faire perdre pour être sûr de perdre en finale. Donc, toi, tu vas gagner probablement en finale. J'espère. Ouais, ça se dit en secret dans la chambre au village olympique, quoi. De toute façon, qui me dit, la probabilité que je te batte de manière générale est faible. Et là, oui, il n'a pas fait exprès de mal jouer. Non, il a pas mal. Sauf que moi, j'ai fait un match de folie, quoi. J'étais totalement décontracté. Il me dit, ouais, moi, j'avais dit que tu allais gagner, mais t'es pas obligé de jouer aussi bien. 21-0. Non, peut-être pas ça, mais vraiment, j'ai gagné très facilement, parce que j'ai fait un match incroyable, décontracté et tout ça. Donc, je gagne contre lui. Et donc, c'était génial de tomber sur lui, parce qu'on s'entendait tellement bien. Il est le parrain de mon fils, quoi. Donc, vraiment, et j'arrive donc en finale, et je me retrouve face à l'Américain, contre qui j'avais perdu 4 ans avant. Est-ce que, quand tu sais que tu affrontes l'Américain, il y a une sorte de pression dans la tête, où en fait, tout se joue dans la tête, justement, de se dire, en fait, lui, je l'ai perdu aux dernières Olympiades. C'est maintenant qu'il faut que je sois fort mentalement. Oui, alors clairement. Mais je me suis dit, bon, je l'ai perdu il y a 4 ans, mais depuis 4 ans, j'ai mis tellement de moyens pour progresser que je ne peux pas perdre cette fois. Je n'étais pas sûr, parce qu'on n'est jamais sûr, mais j'étais confiant quand même. Le fait que tes proches soient là, est-ce que ça te porte? Est-ce que ça te stresse? Plutôt, ça me porte, moi. Plutôt, ça me fait plaisir qu'ils soient là. Mais après, une fois que je rentre dans le match, j'oublie ça, quoi. Tu les entends même plus? Déjà, il y avait 15 000 personnes. Hein. À Séoul, on avait joué le par équipe, finale par équipe avec mon pote. On avait joué contre la Corée en finale. Et il y avait 5000 Coréens contre nous. Et ça, moi, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Puisqu'avant, 100 personnes, c'est le maximum. Ouais. Et à Barcelone, c'était dans le Palau Sant Jordi qui était plein. Donc, je me retrouve avec un monde incroyable. Donc, je les entendais pas, quoi. Ouais. Mais quand je commence à rentrer dans le match, après, je pense plus qu'à ça. Donc, je pense pas à autre chose, en fait. T'arrives dans quel état d'esprit quand t'arrives là dans cet endroit, à côté de la table, où tu commences à coller ta raquette? Qu'est-ce que t'as en tête? Qu'est-ce que tu ressens? Quand même, beaucoup de stress quand même, hein, parce que forcément, c'est la finale des Jeux. Je suis venu pour ça. Je suis venu pour devenir numéro 1 mondial. Je me dis que si jamais je perds, c'est mort. Si jamais je gagne, je deviens numéro 1 mondial.
forcément, il y a une pression incroyable. D'ailleurs, il y a des fois, avant les matchs, je me disais, non, mais je vais arrêter ça parce que c'est trop lourd à porter. En fait, en vrai, c'est pas grave, hein, c'est pas important, mais pour la vie, c'est pas vraiment important. Mais quand on est là-dedans, c'est fondamental. Enfin, on est centré tellement sur soi et tout. J'ai l'impression de peser 50 kilos de plus, quoi. Avoir les bras, mais d'une lourdeur incroyable, quoi. Est-ce que y a un peu aussi ce truc de, même si en soi c'est pas grave de perdre, t'as quand même fait des sacrifices. Il y a des gens qui ont cru en toi, tu vois. Il y a l'entreprise qui a dit pendant 6 mois je continue de te payer même si tu viens pas. Au niveau familial aussi, c'est des sacrifices. Bien sûr. Et du coup, est-ce qu'il y a aussi ce truc de t'as pas le droit de décevoir? Oui, un peu, mais c'est pas vraiment ce qui m'a, moi, ça m'a pas tellement, ça m'a pas plus stressé que ça, parce que je me suis dit, de toute façon, quand même, je vais faire du mieux que je peux, quoi. Enfin, on peut pas se dire qu'on n'a pas le droit de décevoir, parce que ce serait s'interdire. Moi, j'ai appris ça avec le temps. Avant, je m'interdisais la défaite. Et je pense que le fait de pas m'autoriser à perdre, c'est-à-dire, bien sûr que je détestais tellement ça que je me l'autorisais pas, mais savoir que c'était possible, c'est aussi c'est une sorte de catharsis quand même. C'est une façon de se dire, ok, bah, ça me tétanise moins, quoi. Donc j'avais beaucoup travaillé là-dessus. J'avais fait aussi pas mal avant Barcelone, du coup, j'avais utilisé tout ce temps-là aussi pour faire pas mal de sophrologie, en fait. J'avais fait de la sophro, j'avais commencé à faire de la préparation mentale. Enfin, j'avais pensé que c'était important, et donc, du coup, j'avais pris un sophrologue sur Lyon et je faisais une séance de sophro par semaine pour essayer de travailler ça, parce que je savais que c'était vraiment important. Donc, à l'époque, effectivement, très peu de gens faisaient ça, quoi. Donc, moi, j'avais démarré ça. Et j'arrive dans ce match, on commence à jouer et ça part super. 4-1 pour moi. Je me dis, bon, c'est bon, je suis dans le super move, quoi. Ça va être nickel. Je me sentais bien, je me sentais fort, je me sentais quasi indestructible, quoi. Et j'avais vécu ça déjà quelques années auparavant, où j'avais fait une finale d'un tournoi important, où je m'étais dit, mais en fait, j'avais fait un match, je m'étais dit, mais en fait, c'est impossible que je perde. Vraiment, c'était le truc, je me sentais sur un nuage complet. Et là, ça commence comme ça. Je me dis, c'est bien, on est dans le bon move et tout. Et là, tout d'un coup, j'ai 15 000 personnes dans le stade qui commencent à faire la hola. Et j'avais jamais vu ça de ma vie. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et en fait, en 3 minutes, je menais 4-1, je me retrouve mené 6-4. Je perds 5 points de suite. Ah ouais, il te met un 5-0, quoi. Il me met un 5-0, parce qu'à l'époque, on servait 5 fois de suite. Il prend ses 5 services et il me met 5-0. Oh, et là, je me dis, mais t'es vraiment trop bête, quoi. T'es venu là pour ça et tu vas te faire perturber par ça. Je dis, non, c'est fini cette histoire-là. Et là, je re-rentre dans mon truc. Et là, c'est là où la sophro, je pense, m'a été pas mal utile. C'est que j'ai réussi à me recentrer sur moi. Et je gagne 2-7-0, en fait. Tu lui en as même pas laissé un. Non. C'est pas sympa. Je gagne au premier set 16. Voilà, je me suis mené 18-16. Maintenant, c'est terminé. Et je fais 5-0 et je passe à 21-18. Et le deuxième set, je gagne 21-15. Je mène tout le set. Et donc, 2-7-0. Et 4 ans avant, j'avais perdu 23-21 au troisième set. La balle de match, c'est toi qui sers? C'est moi qui sers. Je me dis, il faut que je fasse ça sur un coup fort, en fait. Tu souffles sur ta balle. On voit les joueurs, ils font ça un peu. Tout le set, en fait. À chaque fois que je sens qu'il y a besoin vraiment que je gagne ce point-là, je fais un schéma de jeu que je maîtrise complètement. J'ai un super service qui fonctionne très bien, qui s'appelle un service marteau, en fait. Donc, je me dis, je vais faire le service marteau dans son coup droit. Ce qu'on appelle la zone de divorce entre le revers et le coup droit, la zone où le joueur ne sait pas exactement comment la prendre. Oui, parce que ça va être collé fauteuil, contre lui. Tu peux pas te déplacer, donc voilà. Donc, je fais un service marteau ici dans le coup droit. Depuis le début, il est mal à l'aise avec ça. Je lui fais le service là. Il va le prendre avec son revers pour essayer de contrer le truc avec sa raquette, parce qu'il avait une raquette, ce qu'on appelle anti-top, c'est-à-dire qu'il prenait pas les effets normalement en revers. Donc il va le chercher là pour annuler l'effet, sauf qu'il la maîtrise pas super bien. La balle repart dans mon coup droit un tout petit peu haute et je lui mets une grosse mine en coup droit et il revoit pas la balle. Et là, je lance ma raquette en l'air. Je me rappelle de ça. Elle retombe par terre. Elle se casse en deux. Je me dis, je m'en fous complètement. Moi, je vois même pas ça. Et je suis trop content. Donc là, je me retourne vers ma femme, vers mon fils et tout ça. Je leur fais un signe, voilà. C'est la folie, voilà. Je serre la main de Mike, l'Américain, qui est un mec super sympa, avec on a de très bonnes relations et tout ça. Donc voilà, je suis complètement submergé par une émotion incroyable, quoi. Enfin voilà, des trucs même difficiles à décrire avec des mots. C'est tellement une vague incroyable.
C'est une vague de bonheur, enfin de plénitude en fait. Vraiment, il y a le bonheur, il y a l'excitation, il y a la joie, il y a l'accomplissement. Enfin, il y a plein de choses en fait. Vraiment, c'est de la plénitude. Ouais, tout se mélange quoi. Tu pleures? Un peu, un peu. Là où j'ai vraiment craqué, c'est lors de mon tout dernier match international, quand j'ai fait la finale du simple des championnats du monde que je n'avais jamais gagné, que je joue contre un Français, que je gagne, en sachant que c'est mon dernier match officiel en équipe de France. Là, j'ai totalement craqué. Là. Mais à Barcelone, je craque un peu quand même. Voilà. Et là, d'un coup, il y a un gars qui s'approche de moi et qui me dit bon, maintenant, je vais rester avec vous. Je dis de quoi s'agit-il quoi? Il me parle en anglais, il me dit ça. Je dis, de quoi s'agit-il? Contrôle antidopage? Et oui. Sauf qu'à l'époque, c'était la première fois. Ouais. C'était mon premier contrôle antidopage, parce qu'à l'époque, avant, ça existait quasiment pas. Mais qui dit contrôle antidopage. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Oui, parce que toi, tu sais que t'as rien fait, mais en fait, on s'en rend compte aujourd'hui. Alors peut-être qu'à l'époque, la liste n'était pas aussi importante, mais qu'en fait, parfois, il y a des médicaments, mais lambda, que tout le monde prend au quotidien, qui peuvent être sur la liste. Surtout que moi, je suis pas suivi par un médecin. Ouais. J'ai pas de médecin, j'ai pas de kiné, rien. À l'époque, ça n'existe pas. Et donc, stress? Alors non, parce que je prenais pas du tout de médicaments. Jamais. Je prenais aucun médicament, aucun complément alimentaire, rien. Ouais, mais pour le coup, ça c'est pas entre tes mains. Autant gagner le match. Mais on sait jamais quand même. Il peut y avoir, je sais pas, il peut y avoir un truc. Donc je me dis bon, contrôle antidopage, ok. Et donc il me dit maintenant je vous suis. Donc je vais pour me changer avant la remise des récompenses. Et il me suit, je me change, il est avec moi, je vais au podium, remise des récompenses, machin. Marseillaise. Et alors, moi, la question que je me pose avant la Marseillaise, c'est qui est sur cette troisième marche? Est-ce que c'est le Français que tu as battu en demi-finale? Oui, parce qu'en fait, les deux demi-finalistes gagnaient la médaille de bronze. Ah, d'accord. Donc mon pote était avec moi sur ce truc. Mais quand même, après, évidemment, la Marseillaise arrive, donc là, on est quand même, on se tient quand même, hein, bien sûr. Donc là, on te remet ta médaille, on te remet un cadeau. En général, il y a toujours un cadeau en plus. Il y a un petit cadeau et tout ça. La Marseillaise. La Marseillaise, donc quand même, une émotion importante. Est-ce que tu chantes? Non, moi je chante jamais la Marseillaise. Ok. C'est juste que moi, les paroles de la Marseillaise ne me conviennent pas. En fait, je suis quelqu'un de pacifiste. Enfin, je revendique d'être pacifiste. Moi, j'ai fait un métier de lutte contre les discriminations, donc je suis internationaliste, pacifiste, etc. Je soutiens les athlètes français au jeu, hein, bien sûr, mais je suis pacifiste. Donc les paroles de la Marseillaise, je les trouve trop violentes, trop agressives. Trop dur pour toi, ouais. Trop agressives pour moi. Après, ça m'a fait une émotion incroyable quand même. Hein. Mais je peux pas la chanter parce que moi, un sang pur abreuve-vos-sillons, ça, je peux pas dire ça en fait. Après, c'est chacun qui ressent ce qu'il ressent, mais moi, je trouve ça trop violent. Voilà. Pour moi, c'est trop violent. Voilà. C'est trop agressif. Quand j'étais à Paris pour les Jeux et que dans les stades, les gens chantent la Marseillaise, c'est merveilleux, c'est magnifique. Hein. C'est une ambiance incroyable, c'est formidable, c'est une émotion fantastique. Mais moi, j'arrive pas là. Voilà. Mais par contre, je l'écoute et ça me touche et ça. Mais voilà. Même si tu la chantes pas, quand les premières notes résonnent, ça te met les poils. Enfin, raconte un peu. Poils, ouais. Ça met les poils quand même. Oui. Tu vois ce drapeau qui s'élève. Le drapeau qui s'élève, les gens qui se mettent tous debout dans le stade, les Français qui sont là, qui eux la chantent, la Marseillaise. Mon pote qui est à côté de moi. Enfin, franchement, c'est incroyable. C'est là où je me suis dit vraiment, à ce moment-là, j'ai conscientisé un truc qui s'appelle le carpe diem. C'est profite de l'instant. Essaye de prendre des photos mentales. Ça dure pas des années et des années. Est-ce que tu te sens tout puissant? Tout heureux, oui, mais pas tout puissant, parce que je pense que j'ai quand même conscience aussi que c'est pas si important que ça. C'est quand même que du tennis de table. Quand même. Ouais. Mais je me sens vraiment sur un nuage, quoi. Vraiment, donc voilà, c'est sur un nuage en fait. Et du coup, la suite, c'est le contrôle antidopage. Alors du coup, la suite, c'est je descends du podium et là, le gars me dit maintenant, on va au contrôle antidopage. Donc je vais au contrôle antidopage. Il tue aux toilettes en fait. Hein. Il m'emmène dans l'endroit où il y a le contrôle antidopage. Okay. Donc là, il me dit maintenant, il faut attendre un peu parce que la sportive précédente, elle n'arrive pas à faire le contrôle. Ouais. C'était une Allemande que je connaissais bien et donc, faut attendre qu'elle ait terminé, quoi. Est-ce que vous voulez quelque chose? Je dis ouais, je veux bien une bière. Parce que là, en fait, les 6 mois précédents, moi qui aime bien boire un bon vin, j'aime bien la bière, etc. Je m'étais interdit aucune goutte d'alcool pendant 6 mois. Une seule exception. J'avais fait un stage chez mon ami avec qui a terminé 3e là,
On avait fait une semaine chez lui. Et lui, c'était un très grand amateur de vin. C'est lui qui m'a fait découvrir le vin. Et donc, on a décidé de s'autoriser une exception. On a bu un Château Latour 1976, un très grand cru de Bordeaux. Et on s'est autorisé ça. Et on s'est dit d'ailleurs, comme il a perdu contre moi et que moi j'ai gagné en finale, on en a conclu que la seule personne qui pouvait battre quelqu'un qui avait bu un Château Latour 76, c'était quelqu'un qui avait bu un Château Latour 76. Donc, j'avais pas bu une goutte d'alcool depuis 6 mois. Il me dit une bière, et je dis, bah ouais, je veux bien une bière, en fait. Donc, je bois une bière. Puis il me dit, bah, ce qui est bien, c'est de prendre des choses diurétiques, parce qu'après, vous allez devoir faire pipi dans un bocal. Bah donc, voilà. Et moi, j'avais pas du tout envie, puisque j'avais sué, ouais. Après, la bière, c'est pas mal. C'est pour ça que j'avais pris une bière, notamment, aussi. Et je dis, bah, je veux bien du chocolat. Il me dit, il y a du chocolat aussi. Le chocolat, c'est diurétique. Okay. Donc, je prends du chocolat. Après, je dis, bah, je vais reprendre une deuxième bière. T'étais pompette en arrivant à ton contrôle antidopage. Ça compte pas, ça. Et donc, on arrive au contrôle antidopage, au bout d'un moment. Et là, je me retrouve face à 3-4 personnes qui sont là, avec des flacons partout. Et elles me disent, bah, vous choisissez votre flacon. Bah, moi, j'avais jamais fait de contrôle, je ne savais pas le protocole. Donc, je prends un flacon. Et là, ils me disent, bah, vous avez les toilettes derrière vous, vous pouvez y aller. Moi, je m'attends à aller aux toilettes tout seul, en fait. Et là, non. Le gars, il rentre avec moi dans les toilettes. Et il me regarde, mais fixement. Et donc, je commence à vouloir faire pipi dans le bocal, mais impossible. Ouais, tu m'étonnes. Complètement paralysé, en fait. Donc, je dis, bah, j'y arrive pas, en fait. Bon, ben, on va attendre ce qu'il faut. Et donc, on ressort et on attend. Je dis, bah, je voudrais bien une troisième bière. Pour oublier que vous êtes en train de me regarder, en fait. Pour me donner envie de faire pipi, quand même. Donc, je prends une troisième bière. Je re-rentre dans les toilettes. Et là, j'arrive à faire un peu pipi. Donc, je dis, ça y est, c'est cool. Je ressors. Il me dit, ah non, mais il n'y en a pas assez. J'attends. Et au bout d'un moment, je retourne. Et là, enfin, j'arrive à à faire le minimum qu'il faut. Et je donne ça. Et donc, du coup, en fait, le contrôle, ça prend un peu de temps. Hein, donc, moi, je repars de là. Bah, surtout, je pense qu'à l'époque, ça prenait plus de temps qu'aujourd'hui. Là, toute la soirée, j'avais envie de faire pipi, quoi. Et après, une fois que ça avait été débloqué. Après, j'ai passé toute ma soirée aux toilettes, quoi. Non, mais en fait, c'est intéressant que tu racontes le contrôle antidopage parce que on enregistre au moment où il y a les Jeux Olympiques et c'est vrai qu'on entend beaucoup dire, bah, on devrait avoir tel athlète sur notre plateau après sa médaille. Mais en fait, le on devrait est réel parce que selon le temps que ça prend à l'athlète de faire son contrôle antidopage, ça peut prendre des heures et des heures. Et donc après, entre le contrôle antidopage et les tournées médiatiques, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il mais moi, ça m'a pris quasiment 2 heures. Hein. Le contrôle antidopage, j'ai dû y rester pendant 2 heures. J'ai dû passer une demi-heure à attendre que la précédente passe. Et après, moi, ça m'a pris 1h30. Sincèrement, j'avais prévu d'arrêter après Barcelone. Parce que j'en avais parlé longuement avec mon épouse. C'était pour elle très contraignant. Moi, j'avais la partie plaisir. Elle avait la partie contrainte quand même. Parce que moi, je faisais des stages, j'étais pas là. Déjà, j'avais un travail qui me prenait beaucoup de temps. Je faisais 45-50 heures par semaine, plus les entraînements. Alors, elle jouait plus. Donc, en fait, je m'entraînais plus avec elle. Donc, en fait, tout le temps qu'on passait ensemble à s'entraîner, on le passait plus. Donc, je partais quasiment tous les soirs. Je faisais entre 20 et 30 heures de ping par semaine, quand même. Donc, c'était quand même très compliqué. Elle assurait totalement, mais elle était un peu fatiguée de cette situation. Et moi, je la comprenais. Donc, je m'étais dit, je vais arrêter. Après 92, j'arrête. Puis, il y a eu une conjonction de facteurs qui ont fait que les choses se sont passées un peu différemment. C'est-à-dire que moi, j'ai dit, j'arrête. Et puis, en 93, je continue juste au niveau national, quoi. Mais t'es numéro 1 mondial. Voilà, et puis, en 93, il devait y avoir les championnats d'Europe. Et aucun pays n'a voulu organiser les championnats d'Europe. Enfin, il n'y a pas eu de candidat pour organiser les championnats d'Europe. Donc, il n'y a pas eu de championnat d'Europe. En 94, il y avait normalement les championnats du monde. Et il n'y a aucun pays qui a organisé les championnats du monde. Wow. Donc, pendant 2 ans, il n'y a pas eu de compétition internationale. Ah oui, donc toi, tu continuais champion de France, à faire ce genre de compétition, quoi. Quelques tournois, etc. Et je gardais mon statut numéro 1 mondial. Et puis voilà, mais bon. Donc, du coup, ça m'a pris beaucoup moins de temps. Donc, je dis, bon. Et à l'époque, donc, j'avais le fameux Christophe Durand. Donc, Christophe, qui est devenu, quelques années plus tard, champion paralympique à Pékin. Enfin, d'abord à Sydney en 2000 et à Pékin en 2008. Quand je suis arrivé à Lyon, en fait, je l'ai rencontré. Il avait, en 88, donc il avait 15 ans. À l'époque, j'avais 27 ans et lui, il avait 15 ans. Et donc, quand je l'ai rencontré, en fait, il hésitait entre plusieurs sports. Il était très bon en sport, dont le tennis de table. Et quand je l'ai rencontré, on a commencé à jouer ensemble et le contact est très vite passé entre nous.
Et donc, on s'est beaucoup entraîné ensemble, mais vraiment beaucoup. On a passé énormément de temps ensemble. Et donc, moi, j'avais envie, j'avais une ambition, c'était de pouvoir un jour faire un tournoi international avec lui et gagner. Avoir une médaille d'or ensemble pour on va dire, concrétiser tout ce qu'on avait fait ensemble, quoi. C'était vachement sympa. Mais pour ça, il faut continuer à faire du tennis de table. Ouais, en 92, il était trop jeune. Il était pas sélectionné pour les Jeux. En 95, en fait, les Jeux approchaient. J'en ai discuté avec mon épouse. Je dis, écoute, je suis à 2 ans des Jeux. J'aimerais vraiment bien faire un truc avec Christophe et tout. Il y avait que l'envie de jouer avec Christophe ou il y avait aussi l'envie de remettre ton titre en jeu? Il y avait peut-être un peu de ça aussi, quand même. Ouais, il y avait peut-être un peu de ça. De me dire, est-ce que je vais garder le statut de numéro 1 mondial, quand même. Et donc je dis, bon, allez, je vais jusqu'à Atlanta, quand même. Et puis, c'était vraiment sympa parce que du coup, on s'est dit, on va en profiter pour partir là-bas, mais aussi faire des vacances aux États-Unis. Et là, c'est le club Charcot de Sainte-Foy-les-Lyons, dont j'étais président, qui s'est totalement mobilisé. Le club Omnisport Charcot s'est complètement mobilisé. Ils ont lancé une sorte de, on appellera ça aujourd'hui du crowdfunding, mais à l'époque, c'était pas ça. Une sorte de cagnotte, en fait, pour mobiliser des ressources, pour pouvoir permettre à mon épouse et mon fils aîné de venir à Atlanta. Et donc, les gens se sont tous mobilisés. Et ils ont réussi à obtenir les fonds nécessaires pour payer le voyage à mon épouse et mon fils. Génial. Ça t'a permis d'y aller entouré, quoi. Voilà. C'était vraiment extraordinaire, ce truc-là. Puis c'était une force. Enfin voilà, c'était aussi une super force, quoi. Et là, en fait, j'ai gagné la médaille d'or en simple. Et donc, j'ai conservé le mon doublé titre de numéro 1 mondial. Et là j'ai dit, bon, j'arrête. Donc, en fait, on a fait le par équipe ensemble. Mais en fait, on a fait le par équipe avec 4 joueurs dans l'équipe. Et lui, il était le numéro 4 de l'équipe. Donc, en fait, il a quasiment pas joué. Il a joué un match et on a gagné la médaille d'argent par équipe. Donc, il a quand même gagné une médaille d'argent au jeu à Atlanta. Mais on va dire, c'était un peu... il a quand même joué qu'un seul match, quoi. Donc, c'était pas vraiment la concrétisation que j'espérais. Mais voilà. Mais j'ai dit, tant pis. Hein, maintenant, 96, ça fait 4 ans que j'ai dit que j'arrêtais. Donc, maintenant, j'arrête. Et là, le directeur technique fédéral, qui était loin d'être un idiot, il vient te voir. Il vient me voir. Il me dit, écoute, Guy, en 98, les championnats du monde, c'est la France qui les organise. C'est le seul titre que tu n'as jamais gagné. Tu ne peux pas ne pas faire les championnats du monde à Paris. Tu te rends compte, si tu finis ta carrière à Paris et que tu es champion du monde, mais c'est l'apothéose quand même. Je dis, ouais, mais bon... Faut tirer 2 ans de plus, quoi. Voilà. Alors, je rentre chez moi. Et j'en parlais avec mon épouse. Bon, forcément, elle me dit, ouais, mais là, tu vois... Tu m'as dit en 92, j'arrête. On est en 96, tu me dis, on va aller jusqu'à 98. Ça va, quoi, c'est bon. Bon, on discute. Puis elle me dit, bon, allez, vas-y, fais-le. Elle dit, ce serait quand même formidable si tu pouvais faire ça. J'arrive à Paris. Et là, je me retrouve par équipe à 2 avec Christophe. Tu pouvais pas rêver mieux, en fait, pour finir. Bah non. Et on fait champion du monde par équipe tous les 2. Je fais l'individuel et je deviens champion du monde en simple. Et là, je pose la raquette et je dis, c'était mon dernier match international. Wow. La rage, c'est... Surtout au début de ma carrière sportive, j'avais souvent la rage contre moi, en fait. C'est-à-dire que quand je perdais un match, j'avais la rage contre moi. Je m'agressais moi-même. Tu t'en voulais. Je m'en voulais énormément. Je me culpabilisais. Enfin, voilà. Puis j'étais en colère contre moi. J'avais la rage contre moi. C'est vraiment quelque chose sur lequel je pense que j'ai beaucoup progressé et que c'était indispensable pour vraiment progresser au niveau sportif aussi. Donc je crois que c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai ressenti. Et je crois que mon épouse a aussi été vraiment très utile pour me faire travailler là-dessus. Ouais, comment on travaille justement, parce que on voit les athlètes parfois à la télé, quand ils perdent un point par exemple, ils crient, mais on a l'impression qu'ils crient de rage, de se dire mais non, celui-là je devais pas le perdre. Comment on arrive à se remobiliser quand la rage elle prend un peu le dessus, quoi? Bon, alors moi j'ai utilisé la sophro donc pour ça, qui a été quand même assez efficace, je trouve. Et puis après j'ai beaucoup travaillé sur le fait de me concentrer sur la capacité à remettre du rationnel dans quelque chose qui est totalement émotionnel, en fait. Donc, en essayant d'objectiver, en me disant, attends, si jamais tu restes dans cet état d'esprit, ça va pas être bon, ça va pas marcher. Et donc, d'essayer de faire retomber l'attention, alors en utilisant par exemple des techniques de respiration, aussi des choses comme ça. Donc, c'est vraiment en essayant de remettre un peu de raison, en essayant de remettre le cerveau pour prendre la place sur les tripes.
c'est difficile. Hein. C'est beaucoup de travail. Et puis, ça marche pas tout le temps. Il y a des fois, on n'y arrive pas. Hein, mais moi, j'ai vraiment essayé de travailler comme ça en utilisant la capacité justement de mettre de la distance un peu là-dessus. Mais ce qui est très compliqué, ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte avec le temps. Ce qui est très compliqué, c'est que si on lutte trop contre ça, on risque d'entrer dans le désengagement. Enfin, de plus être aussi engagé. En fait. Quelque part, la rage, elle n'est pas très loin non plus de la motivation quand même. Et donc, il ne faut pas que la rage, elle traumatise trop et qu'elle empêche, elle soit bloquante. Mais il ne faut pas non plus que le fait de ne pas vouloir... Moi, je me suis rendu compte qu'il y a des fois où je me suis dit, bon, là, zéro. Pas de rage du tout, alors, j'appelais pas ça forcément la rage, mais oui. pas de colère ou pas... Voilà. Et en fait, je me rendais compte que ça ne marchait pas parce que c'est pas que j'en avais rien à foutre, c'est que je faisais comme si j'en avais rien à foutre. En fait. Ouais. Et du coup, j'arrivais plus à me mobiliser suffisamment. Donc, faut quand même faire attention à trouver le bon équilibre entre les deux. C'est-à-dire que quand on veut gagner, il faut quand même aussi garder une part de combat, quoi, d'agressivité un peu. Alors, l'agressivité, toujours dans les règles, machin, sans agresser l'autre, mais on va plus être engagé, quoi. Ouais. Voilà. Pour moi, la fierté, c'était surtout de me dire, je me donne un objectif, je mets tous les moyens pour y arriver, et j'y parviens. Quand on y parvient, on est fier, enfin, on est satisfait et fier de ce qu'on a fait. C'est un accomplissement. C'est la question on revient à la question de l'accomplissement, en fait. Au début, moi, j'étais quelqu'un de très orgueilleux et voilà, je trouvais que j'étais formidable, machin et tout ça. Et ma femme m'a beaucoup aidé par rapport à ça en me disant, mais en fait, c'est quand même que du tennis de table, déjà, premièrement. Deuxièmement, tu risques de devenir un petit con et d'attraper le melon. Et tu vas devenir insupportable pour les gens qui t'entourent. Et ça a été un truc qui m'a vraiment, vraiment fait changer par rapport à ça, parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est la vie que les gens que j'aime ont de moi. Au début, j'étais plutôt dans l'idée j'ai souvent des réflexions là-dessus par rapport à tout ce qui est justement aujourd'hui réseaux sociaux, images de l'autre et tout ça, où il y a des gens, ce qui va être important pour eux, c'est qu'ils aient des milliers de gens qui les suivent et tout ça. En fait, moi, ça m'intéresse pas du tout ça. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la vie que les gens que j'aime ont de moi. Ça, c'est important, c'est primordial pour moi. Et là, j'avais conscience que si jamais je commençais à devenir un peu trop prétentieux ou un peu trop... Alors, la fierté, c'est bien, et l'orgueil ou la prétention, c'est... Donc, c'est toujours... De toute façon, la vie est une question de curseur. Donc, d'équilibre. Il faut trouver un bon curseur. Mais je me disais, si jamais je deviens trop prétentieux, etc., ma femme, quand elle m'a dit tu vas devenir un petit con et moi, ça va m'énerver, je dis oui, c'est pas parce que tu as une médaille d'or autour du cou que ça va mieux passer que tu sois devenu un petit con, quoi. Voilà. Et donc, elle me dit si tu deviens un petit con, parce qu'avec ta médaille d'or, moi, je m'en fous de ta médaille d'or. Hein. Ce qui compte, c'est ton attitude et ton comportement. Et moi, je me suis dit, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Donc, à un moment donné, j'espère qu'elle va. Enfin, voilà, c'est important. Donc, ça m'a beaucoup aidé à travailler là-dessus. Et du coup, j'ai pris pas mal de distance aussi par rapport à ça, je pense. Enfin, moi, en tout cas, j'ai essayé de le faire en me disant qu'est-ce qui est bien pour les gens que j'aime. Voilà. Elle me disait aussi qu'elle trouvait hyper excitant, au sens de la relation homme-femme, elle trouvait hyper excitant que je jouais bien et que je gagnais des matchs. Donc, je faisais ça aussi parce que je voulais lui plaire, en fait. C'était vraiment l'idée de lui plaire à elle. Parce qu'elle devait aussi avoir un sentiment de fierté, de voir que tu réussissais. Aussi ressentir ça. Mais il fallait trouver le bon curseur. Quoi. Donc voilà. Donc oui, la fierté, j'en ai ressenti, bien sûr. Mais petit à petit, c'est quelque chose qui s'est transformé plutôt en sentiment d'accomplissement, en fait. Si on veut devenir sportif de haut niveau, et pas que d'ailleurs, hein, je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas sportifs de haut niveau et qui ressentent énormément d'excitation. Moi, le ping, pendant 20 ans, ça a été une très grande source d'excitation pour moi. J'étais excité avant les matchs, j'étais excité pendant les matchs, j'étais excité après les matchs, j'étais excité quand je m'entraînais, Est-ce que tu étais excité quand tu regardais les matchs de d'autres personnes ? Oui, j'étais excité. Alors, ça m'excitait pas avec une telle intensité, mais oui, ça m'excitait. Le ping, pour moi, c'était un des leviers voilà, c'était tellement une passion pour moi. Si je restais une semaine sans jouer, j'étais en manque, en fait. C'était ta drogue, quoi. Comment ? T'étais drogué. C'était une sorte de drogue. Mais d'ailleurs, moi, j'avais un moyen une technique de préparation des grandes compétitions, c'est que je me sevrais. Donc tu jouais pas pendant un certain temps. Je ne jouais pas du tout pendant une semaine avant la compétition. Waouh. Ah ouais, donc là, du coup, tu revenais, J'avais tellement envie. J'étais tellement en manque, en fait. Ouais. J'avais envie d'exploser tout, quoi. Est-ce que ce sentiment d'excitation que tu avais à chaque match, à chaque compétition,
T'as réussi à le retrouver dans autre chose après, à la fin de ta carrière, ou ce sera à tout jamais un sentiment qui n'a existé que pendant ta carrière d'athlète de haut niveau, parce que t'as eu d'autres carrières. Alors, j'ai eu plein d'autres sources d'excitation. Par exemple, quand mes enfants sont nés, j'étais hyper excité avant. Voilà, pareil, une logique de plénitude, des choses comme ça, ou quand mes petits enfants sont nés. Bon, voilà, donc il y a eu d'autres, mais c'était pas la même nature d'excitation. C'était après quelque chose d'aussi intense que ça. C'était compliqué quand même. C'est pas facile à revivre. Je pense que ce qui peut s'apparenter un peu à ça, c'est quand j'étais dirigeant d'entreprise et qu'on répondait à un appel d'offres hyper important pour nous et qu'on le gagnait. Ouais, t'avais l'impression de gagner le match. Voilà. Et alors, avec en plus, une autre notion, c'est que le sport, c'est d'abord et avant tout c'est très égoïste quand même. Enfin, même si ma famille est là, etc., mais c'est quand même une sensation très égoïste. On le vit voilà, on a gagné. Alors, oui, les autres vous soutiennent, sont heureux pour vous et tout, c'est génial, c'est adorable. Mais c'est quand même la finalité est quand même très égoïste. Voilà. Quand on est en entreprise et qu'on gagne un dossier, c'est beaucoup plus collectif en fait. Donc, c'est ça qui est hyper riche, encore presque plus riche sur certains aspects. C'est que là, on se dit, eh ben, avec ce dossier-là, on est sûr qu'on va pouvoir payer les salaires pendant un certain temps. Et donc ça, c'est hyper enfin c'est très bon quoi. Là, tu parles de l'aspect collectif. Est-ce que l'excitation des matchs par équipe était plus forte que les matchs en individuel? Moi, j'adorais ça, quoi. Parce qu'il y avait aussi cet aspect collectif. Mais parce qu'en plus, moi, j'ai toujours joué avec des gens que j'aimais bien. J'ai eu la chance de jouer avec des gens avec qui j'étais proche, en fait. Ouais. Et en particulier, celui avec lequel j'ai gagné les Jeux, enfin avec Totov, évidemment, au championnat du monde. Voilà, bon, là, c'était vraiment extraordinaire. Alors, c'est difficile de dire si l'intensité était plus forte parce que d'un côté, c'était l'aboutissement d'un truc fantastique de gagner avec Christophe au championnat du monde. Et en même temps, en simple, j'ai gagné quand même le seul titre que je n'avais jamais gagné. Bah ouais. Donc, c'est dur de faire une hiérarchie entre les deux. Quand même. Il y a eu quand même pas mal de shoots d'adrénaline et d'endorphine et de, comment on appelle ça, là, de sérotonine. Donc, l'hormone du bonheur, quoi. Donc, voilà, donc, du plaisir. Mais par exemple, à Séoul, quand on a gagné en finale contre les Coréens avec mon pote Michel, on était parti à Séoul. C'est la seule fois où on a pu partir à peu près 10 jours avant le début des compètes parce qu'il fallait s'habituer au décalage horaire. Il y avait quand même 8 heures de décalage horaire. Et donc, lui et moi, tous les jours, on allait se promener dans Séoul, tous les deux. On allait visiter Séoul, manger un truc dans un coin, discuter avec les gens autant qu'on pouvait en discuter. On a soudé une amitié, en fait, qui fait que quand on a gagné la finale, lui, il m'a dit, mais moi, en fait, je suis plus heureux d'avoir gagné cette finale parce que je l'ai gagnée avec toi que pour moi, quoi, franchement. Parce que vraiment, on avait noué une relation extrêmement forte par rapport à ça, quoi. Donc, le par équipe, c'est différent, mais c'est ultra riche. Toi, tu as beaucoup parlé là de ta famille et de tes proches. Qu'est-ce que ça a changé dans ta carrière de devenir père? Bon, ça a changé ma vie déjà tout court. Hein. Moi, la chose la plus importante qui est arrivée dans ma vie, c'est la naissance de mes enfants. Et après, de mes petits-enfants. Moi, je suis venu m'installer ici. J'habite à Échala. Je suis venu m'installer ici pour m'installer à 800 mètres de ma fille, pour pouvoir être proche d'elle, qui a 2 petits garçons, et proche de mon fils le plus jeune, qui a... Alors, l'aîné, il habite en Suisse, donc c'est plus loin, c'est plus compliqué, mais proche de mon fils le plus jeune, qui a 2 jumeaux, et qui habite à un quart d'heure de chez moi. Parce que pour moi, ça, c'est l'essence de la vie, c'est ça. Voilà, c'est mes enfants. Alors, il y a aussi une chose, c'est que mon épouse est décédée en 2017. Donc, ils me disent parfois, surtout ma fille qui me dit ça, elle me dit, papa, je considère que tu es un peu mon père et ma mère. Donc, voilà. Donc, mes enfants, j'ai des relations très proches avec eux. Mes petits-enfants aussi, je les garde souvent. Voilà, j'adore ça. Et donc, vraiment, les enfants, ça a été... pour moi, ça a changé ma vie, en fait. Par voie de conséquence, ça a changé ma vie sportive. Et je crois que ça m'a énormément aidé, justement, dans la capacité à considérer que le ping, c'était pas grave. En fait. Ouais. De prendre de la distance, de dire, bon, oui, ok, je fais les jeux, ok. Quand les gens me disent, mais c'est incroyable que tu fasses les jeux, je dis, oui, c'est vrai que c'est particulier, quand même. Je veux pas non plus faire le gars blasé. Encore une médaille d'or. C'est des expériences extraordinaires. Oui. Franchement, c'est merveilleux à vivre.
Mais en fait, la naissance de mes enfants et le fait d'avoir mes enfants avec moi, enfin voilà, c'est ça le centre de ma vie. C'est ta plus belle victoire. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça une victoire, c'est pas une compète non plus. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est pas une victoire, là pour le coup, c'est un accomplissement total. Pour moi, c'est vraiment un accomplissement absolu. Et moi, mes enfants, c'est le cœur de ma vie, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc tu vois, aujourd'hui, je suis membre du comité directeur de la Fédération française handisport. À un moment donné, j'avais envisagé, j'avais réfléchi au fait de postuler, pourquoi pas, à la candidature, c'est pas le résultat des candidatures, mais peut-être à la présidence de la Fédération handisport. Franchement, c'est un truc hyper intéressant, il y a plein de choses à faire, c'est passionnant. Et j'ai pris la décision de ne pas le faire parce que, en fait, c'était trop prenant et ça me permettait plus d'avoir le temps nécessaire à consacrer à mes enfants et mes petits-enfants. Est-ce que tu avais l'impression d'avoir déjà, entre guillemets, assez sacrifié quand eux étaient plus jeunes pour le ping et que du coup là c'était plus le moment? Probablement. Parfois ma femme me disait oui, enfin toi t'as que les bons moments. Hein. Ouais. Et donc du coup, oui, je pense que j'ai quand même, alors je sais pas si je peux dire sacrifié, mais en tout cas pas consacré tout le temps que j'aurais pu consacrer. Ils me l'ont jamais reproché, ils m'ont jamais fait de remarques par rapport à ça et tout ça, mais moi personnellement je me suis un peu reproché aussi en me disant mais j'ai raté des trucs en fait. Bon après j'ai quand même essayé de passer voilà tout le temps disponible que j'avais, disponible moi que j'avais qui était disponible à ce moment-là quoi. Et je leur consacrais mais je pense que ça a été vraiment, si je fais vraiment j'essaye d'analyser ce que ça a pu m'apporter au plan sportif, je crois que ça m'a donné cette forme de détachement qui m'a aidé à être plus fort en fait. Ouais. Parce que finalement, je me disais, c'est pas grave en fait. Et il y a une petite anecdote rigolote à Barcelone, parce que donc mon fils aîné était à Barcelone. Il avait à l'époque, donc en 92, il avait 9 ans. Et donc il était avec son cousin, et donc ils étaient dans les tribunes, ils passaient leur temps dans le gymnase. Ouais. Bon, à 9 ans, c'est long quand même. Et à un moment donné, ils étaient en train de jouer, je sais pas quoi, je me souviens plus très bien à quoi ils jouaient, et dans les tribunes, et il y a le match qui joue, ma finale qui se joue. Ma femme, Jeannette, elle leur dit ouais, c'est la finale. La finale des Jeux paralympiques à 9 ans, ils ne se rendent pas forcément ultra compte de ce que c'est. Bon, le match se déroule, et puis d'un coup, le match se termine, il y a des hurlements dans le stade, des gros applaudissements et tout. Et David, le cousin de Lucas, mon fils, il lui dit alors qu'est-ce qui se passe? Et Lucas lui dit oh, c'est papa qui a encore gagné un match. Ouais, il a fait l'habitude. Et donc, quand il m'a raconté ça, j'étais mort de rire. Et là, je me suis dit, c'est lui qui a complètement raison. C'est tellement anecdotique quelque part. Alors, évidemment, pour moi, c'est important, mais c'est anecdotique quelque part. Et donc, le fait de pouvoir avoir ce regard distancié, ça m'a énormément aidé. Le fait de devenir champion olympique, ça accorde, ça donne le droit, je ne sais pas trop comment le dire. Ça fait de toi, en tout cas, un chevalier de la Légion d'honneur. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'après Atlanta, tu rencontres le président de la République? Ouais, alors je suis allé à l'Élysée en 92 pour ma médaille d'or à Barcelone. Ouais. J'ai rencontré François Mitterrand. Mais à l'époque, les médaillés paralympiques n'avaient pas la Légion d'honneur. Donc, je ne l'ai pas eu en 92. Mais c'était une rencontre, c'était le président qui recevait les médaillés. C'était la première fois que, je crois, hein, si je me rappelle bien, je crois que c'est la première fois que les médaillés paralympiques étaient invités à l'Élysée. Mais on n'avait pas la Légion d'honneur. Et en 96, c'était Jacques Chirac. Et là, on a été invités et on a reçu la Légion d'honneur au même titre que les athlètes olympiques. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente un très bon souvenir de super bons petits fours. Ouais, j'étais sûre que ça allait être ça la conclusion. Ah bah, manger 2 fois à l'Élysée du coup, avec Mitterrand et avec Chirac. Le champagne était super bon. Des anecdotes hyper sympas, du style quand François Mitterrand, alors pas parmi la Légion d'honneur, mais m'a reçu et il faisait le tour un peu et tout ça. Et j'avais appris qu'il avait fait du tennis de table dans sa jeunesse. Et je lui ai dit, quand il s'approchait de moi, je lui ai dit j'ai appris que vous aviez été un bon joueur de tennis de table. Et il m'a répondu oui, j'ai été un bon joueur régional. Non, départemental. Il m'a dit. Et après, Jacques Chirac, il était très convivial en fait. Il était vraiment très. C'était un mec, il était jovial en fait. Ouais, donc bon vivant, c'était un bon moment. On a passé un très bon moment. Après, la Légion d'honneur à proprement parler, je trouve que c'était une chouette reconnaissance. À l'époque, le paralympisme n'existait pas ou peu. Enfin, quand je dis pas, il n'avait pas de reconnaissance. C'était un message quand même fort de reconnaissance. Donc pour ça, c'était bien.
Après, je me suis toujours un peu interrogatif, moi, sur le sens même de la Légion d'honneur. Est-ce qu'il est... Pour moi, c'est une médaille qui est remise aux gens qui ont beaucoup apporté à leur pays. Et moi, je trouve que quand on fait du sport, on est quand même d'abord centré sur soi-même. Égoïste. Un peu égoïste. Donc voilà. Donc après, oui, on peut dire Léon Marchand, par exemple, ou Teddy Riner, ils apportent un tel engouement, une telle joie aux gens qui les regardent. Ils ont apporté beaucoup à leur pays. Mais avant tout, nous, les sportifs, on est quand même très égoïstes quand même. Mais elle est rangée dans un tiroir avec les médailles, quoi. Bah voilà. Elle est avec le reste. Non, mais non, là en plus, elle a malheureusement, ça s'est mal terminé pour elle. La médaille en tant qu'objet, hein, oui. J'ai toujours le titre. Mais oui. Ma maison a brûlé il y a 3 ans. J'ai eu un incendie, elle a cramé. Là, comme la Légion d'honneur, c'est quelque chose qui est émaillé. Ouais. L'émail a complètement explosé. Et je suis allé avec mes médailles que j'ai réussi à récupérer miraculeusement. Je suis allé voir un joaillier pour qu'il me les remette en état. Enfin, toutes les médailles, j'en ai perdu plein, mais des médailles olympiques, paralympiques en tout cas, je les ai fait refaire et elles sont très belles aujourd'hui. Malheureusement, la Légion d'honneur, non. Alors, je ne sais pas si je pourrais en récupérer une, mais comme de toute façon, je la mets. Oui, ça n'enlève pas le titre, il n'y a pas l'objet. Mais voilà, il n'y a pas l'objet. Mais... Est-ce que, en voyant justement l'évolution de l'handisport et de l'exposition aussi, maintenant, il y a des noms d'athlètes handi qu'on connaît, enfin que le grand public connaît. Est-ce que tu as un peu ce truc de j'aurais aimé vivre ça aussi, ou c'était une autre époque et c'est bien que les choses évoluent et ça va dans le bon sens? À l'époque, je pense que j'aurais aimé être reconnu davantage. Ça m'est quand même arrivé une fois ou deux avec des histoires un peu rigolotes. C'est que un jour, j'emmène mes enfants chercher des châtaignes dans les monts du Lyonnais. Et il y a un gars qui passe en VTT derrière nous. Et je l'entends qui freine un grand coup. Parce que la veille au soir, j'étais passé sur France 3. On m'avait interviewé, c'était juste après les Jeux. Et donc, il m'avait invité sur le plateau de France 3 parce que j'avais gagné mes Jeux. Et donc, il freine un grand coup. Il s'approche de moi, il me dit « Je vous ai vu à la télé ». Et moi, j'étais mort de rire. Je dis « c'est possible, effectivement, j'étais hier ». Il me dit « Oui, je vous ai vu, vous avez gagné une médaille au jeu ». Et je lui dis « Oui, c'est ça ». Et mes enfants, ils étaient là, ils regardaient ça d'un air incroyable. Et ça m'arrive une deuxième fois, quelques jours après, je les emmène à la foire, à la Vogue des Marrons à Lyon. Ouais. Et donc, ils étaient en train de faire il me dit, on est en train de regarder un manège pour voir s'ils allaient faire le tour de manège. Et puis, je vois il y a une dame qui passe derrière moi avec ses 2 petites filles. Et elle a une gamine qui dit à sa mère, « Maman, regarde, c'est le monsieur qu'on a vu hier à la télé. » J'ai trouvé ça très rigolo. Donc, sur le coup, je trouvais ça marrant et je me disais, tiens, ce serait bien d'être un peu mieux connu. Et en fait, aujourd'hui, j'en sais rien. Enfin, ce que je trouve qui aurait été bien à l'époque, c'est que probablement, une meilleure exposition médiatique aurait facilité, par exemple, la mobilisation de moyens et peut-être le fait que d'autres personnes... Parce que quand même, moi je disais en 78, je savais même pas que ça existait. Mais l'année dernière, on a organisé les championnats du monde de para-athlétisme à Paris. Moi, j'étais responsable de l'organisation des championnats du monde. J'ai quand même eu des gens qui m'ont dit, je ne savais pas que le handisport existait. Ce qui m'a quand même juste estomaqué. Quand même. Donc, il y a encore. Donc, on voit, à l'époque, évidemment, ça aurait pu ouvrir la porte à des gens. Et puis, c'est quand même une façon de montrer que les personnes handicapées sont avant tout des personnes. Les sportifs handicapés sont avant tout des sportifs. Ouais. C'est la présidente de la Fédé handisport qui a une phrase sympa là-dessus. Elle dit les sportifs handisport sont des sportifs à part entière et pas entièrement à part. Donc, c'est beau. C'est une assez mignonne phrase qui résume bien le truc. Pour finir, il me reste 2 questions. Quel athlète ou personne qui intervient dans le milieu sportif souhaites-tu me recommander pour passer à ce micro ? Je vais dire Totov quand même. Ok, donc Christophe Durand. Ça va être compliqué de ne pas dire Totov. Alors tu sais que c'est marrant parce que... C'est quand même un mec super en plus. Enfin, voilà, il est vraiment top. Et il a des tas de choses intéressantes à dire. Donc ouais. C'est marrant parce que quand j'ai fait ma liste d'invités que j'aimerais avoir dans cette saison 1 de Tribune et Podium, j'avais mis les pongistes du club Charcot, donc qui est le club de la commune où moi j'ai grandi, et j'avais mis entre parenthèses Christophe Durand parce que il y en a eu d'autres. Il y a Maxime Thomas là qui va participer au para dans quelques semaines,
Mais en fait, moi, c'est lui qui m'a, pour la première fois, montré une médaille olympique. En fait, en classe, il venait montrer ses médailles. Et c'est la première fois où j'ai rêvé, en fait, avec le sport. Et donc, il était mis entre parenthèses comme ça. Donc ça me fait rire que tu me le recommandes parce que... c'est un mec génial, en plus. En plus, c'est un mec génial, quoi. Donc, Dernière question, puisque dans Tribune et Podium, on parle des athlètes, mais on parle aussi des supporters. En tant que supporter, quel est ton club de cœur, quel que soit le sport? C'est obligé, le club sportif Charcot Tennis de Table, en fait, c'est le club de tennis de table de Sainte-Foy-les-Lyons. Qui est une commune à côté de Lyon. Voilà, une commune à côté de Lyon. Déjà, de manière générale, le club Omnisport Charcot, parce qu'en fait, c'est une section tennis de table d'un club multisport. Moi, par exemple, pour expliquer aux auditeurs et aux auditrices, j'ai entraîné le baby gym dans le club Omnisport Charcot. Donc voilà, il y a la natation... il y a natation, il y a hockey sur... il y a beaucoup de choses. Roller hockey, je crois. Donc en fait, c'est un club omnisport, on appelle ça, qui compte, je ne sais plus exactement précisément aujourd'hui, mais il y a plus de 1000 licenciés, je crois. Donc je trouve que c'est un club qui a une histoire, une culture, une atmosphère vraiment d'ouverture, de respect des gens et tout ça que je trouve super. Moi, j'en étais membre pendant pas loin de 20 ans, enfin pas tout à fait 17 ans, puisque jusqu'en 2004. J'en étais le président de la section tennis de table pendant 10 ans. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans ce club, en fait, qui est... alors, je ne veux pas dire unique, parce qu'il faut pas... mais particulier, en fait, voilà, singulier, que j'apprécie beaucoup. Puis bon, c'était mon club, c'est le club de Christophe, c'est le club de Max. Donc, c'est quand même l'un des rares clubs de France c'est un club de champions. À avoir des médaillés paralympiques sans discontinuer depuis 1988. C'est vrai. Et merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps avec moi pour nous faire vivre toutes les émotions que tu as vécues dans ta carrière, nous faire revivre certains événements marquants. Et puis on te souhaite que des bonnes choses. Alors du coup, loin des gymnases, mais plutôt avec les échecs et puis avec ta famille surtout. Voilà, puis avec les différentes associations, puis avec les gens. Et je suis ravie de cette rencontre et merci à toi. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium, ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!